Je suis né à 18 ans. C'était mai 68. J'ai eu mes premiers amours, j'ai fait mes premiers voyages en stop, j'ai quitté mes études, quitté mes parents. Je suis entré en bohème, quoi. Dans ma vie, j'ai essayé d'être artiste. J'ai gratouillé un peu la guitare, le piano. J'ai essayé d'un peu d'être comédien, j'ai fait un peu de cinéma, de vidéo, j'ai écrit quelques poèmes. La guitare, ça m'a d'ailleurs permis plus tard de draguer ma future femme en lui jouant Jeux interdits. Moi, je voulais carrément être Victor Hugo, Godard, Depardieu, Miles Davis. J'avais mis la barre très haut, hein, c'était ça ou rien. Mais comme les places étaient déjà prises, eh ben, ça s'est soldé par rien. Alors, pour compenser cette frustration, je me suis mis à consacrer mon temps à essayer de mettre en valeur le talent artistique de mes confrères et consoeurs humains. J'ai comme ça été organisateur de spectacles, de concerts surtout, pendant une dizaine d'années. C'était à Strasbourg, dans un café-concert qui s'appelait le Café des Anges. Je me suis aussi occupé d'un festival de jazz. J'aimais bien considérer que mon Café des Anges était une œuvre d'art aussi. Un sondage paru en 1991 dans Télérama a montré que le Café des Anges était le lieu culturel préféré des Strasbourgeois de 15-25 ans, et même très loin devant tous les autres lieux. Le commentaire de Catherine Trottmann, qui était à l'époque maire de Strasbourg, elle sera plus tard ministre de la Culture, commençait par « c'est un résultat étonnant ». Ah bah oui, étonnant, c'était le plus petit lieu culturel de la ville, et en plus le seul non subventionné dans une ville richement dotée en équipements culturels. Subventionner les autres. Un jour, j'ai été contrôlé sans ceinture de sécurité dans ma voiture. Le policier qui m'a contrôlé, quand il a su que je travaillais au Café des Anges, eh ben, il m'a laissé partir en me disant c'est bien ce que vous faites, hein. Mais mettez la ceinture quand même la prochaine fois. Ah ben là, j'étais quand même un petit peu fier d'apporter ma contribution, une contribution non négligeable au bien-être, à la qualité de vie de ma ville. Et puis un jour, un ressort s'est cassé à Strasbourg, pour des raisons que je n'ai pas envie de vous expliquer ici. Alors après une traversée du désert, on a traversé la France, avec femmes, enfants, baluchons. On a traversé la France, on est venu s'installer à Saint-Brieuc. En pauvre immigré, moi je me mets à courir de plage en plage, à marée basse, pour essayer de glaner un peu de pitance marine. Après quelques séances de vomissement familial, j'arrive à distinguer la crépidule de la palourde, l'algue verte de la salicorne. Et puis un jour, en ramassant un vieux journal là, qui traînait pour me moucher, je vois un week-end avec plein de spectacles. Ben, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Et alors, ça a commencé à faire germer dans mon esprit une idée qui allait sûrement me rapporter la fortune et la gloire, hein. La création d'un magazine d'information culturelle. Fallait y penser. Alors, j'ai commencé à aller rencontrer un certain nombre d'acteurs culturels du coin, dont je tairai les noms. Leur accueil a été carrément encourageant. On vit très bien sans ça depuis des années. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On n'a pas besoin. Si tu veux, il ne se passe rien ici. Retourne dans ton pays. Mais enfin, si tu veux, t'as qu'à faire. Alors moi, il faut que je vous dise que j'ai quand même une sale habitude. C'est que je fais jamais, rarement, ce qu'on me conseille de faire. Alors je suis passé à la réalisation de mon projet. Un jour que je me promenais à la pointe du Roselier, un sublime point de vue sur la baie de Saint-Brieuc, d'un coup, là, j'entends un coup de tonnerre, des éclairs. Et puis là, une apparition là, qui me dit le cri de l'ormeau, ton journal tu appelleras. Alors là, moi, je tombe à genoux, là, la tête qui ruisselle de pluie, de pleurs, et puis je dis mais Seigneur, mais c'est complètement idiot.
Oui, bien sûr. Mais cette épreuve supplémentaire t'endurcira, mon fils. Merci. Le salaud. Bon, alors je l'ai fait. Ce cri de l'Ormeau, ce magazine d'information culturelle des Côtes-d'Armor, c'était en 1999, c'était au siècle dernier, hein, ça fait 17 ans et ça existe toujours. J'aime bien considérer aussi là que ce cri de l'Ormeau, c'est une œuvre d'art. Alors j'ai associé à ma démarche quelques collaborateurs, collaboratrices, comme moi, pas des journalistes, pas des commerciaux, pas des graphistes, non, des hommes et des femmes de culture, qui connaisseurs en théâtre, en musique, en culture bretonne, en art plastique, qui ont eu envie de s'investir dans la même direction que moi. S'investir, j'ai dit là, oui, c'est le bon mot, s'investir. D'ailleurs, je proposerais qu'on ne parle plus de dépenses culturelles, mais d'investissement culturel. Il faut dire que ce type d'investissement peut être douloureux. Si vous saviez comme j'ai galéré pendant des décennies. Enfin, pourquoi je vous raconte ma vie, en fait? Pour me faire mousser, quoi, avec mes 45 ans d'heures de vol dans le domaine de la culture, 45 ans d'investissement personnel dans la culture. Ça me permet aussi de me rappeler que je suis plus tout jeune et ça fait chier, quoi, un peu. Bon. Mais de quelle culture on parle? Au départ, la culture, c'est le travail de la terre pour faire pousser des végétaux. À l'époque romaine, Cicéron en a donné, a rajouté le mot animus pour transformer le sens. Animus, l'âme. C'était anima culturi, culture de l'âme. Jardin de l'esprit, quoi. En 1982, l'UNESCO a proposé une définition de la culture qui était l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Se serrer la main pour se dire bonjour, c'est culturel. Manger du poisson le vendredi, porter un pantalon ou une robe ou une burqa, danser la gavotte, tout ça c'est culturel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une définition plus restrictive de la culture. Je veux dire l'ensemble des activités artistiques humaines et des biens et des services qui sont liés, quoi. Comme aider les artistes, construire des équipements de spectacles, d'expositions, des musées, financer des événements, des manifestations, favoriser l'implantation d'industries culturelles. Même là, ce n'est pas évident de comprendre ce qu'on entend par culturel. On a en France une chaîne de télévision qui s'appelle TF1, qui passe des films, des émissions de variété, des reality shows. On ne l'appelle pas chaîne culturelle. Alors qu'une autre chaîne, Arte, qui passe des films qui font réfléchir, des débats, de l'art contemporain, des documentaires, celle-là, on l'appelle chaîne culturelle. C'est quoi la différence? Je vous rappelle une déclaration du PDG de TF1 en 2004 qui disait, je cite, en gros, l'intérêt de nos émissions, c'est de rendre le cerveau humain disponible, le détendre, le divertir, pour le préparer à la réception des messages publicitaires. Fin de citation. TF1, chaîne de divertissement, Arte, chaîne de culture. Décervelage d'un côté, gymnastique cérébrale de l'autre. Parce que le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut lui donner de l'exercice, sinon c'est la nécrose. Mais en fait, à quoi ça sert la culture? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Eh bien, l'art et la culture ont des incidences humaines et sociétales très fortes, tout le monde le reconnaît. Ça sert à favoriser la compréhension humaine, l'autonomie de l'individu. C'est aussi nécessaire que le ciment pour faire tenir les briques d'un mur ou de l'eau pour faire bouillir des nouilles.
Ça différencie l'homme de l'animal, ça différencie le bijou du caillou, la littérature du code pénal, la musique du bruit. Quand je parlais de soutenir, d'aider les artistes, je voulais parler aussi de favoriser l'expression artistique de tout un chacun, de monsieur et madame tout le monde. Parce que quand on permet à un individu de s'exprimer, ça va le libérer de certaines de ses frustrations. Si un individu, puis ça va le mettre en valeur aussi auprès des autres et auprès d'autrui et auprès de lui-même. Si un individu s'entend traiter de nul à longueur de vie, ou même s'entend traiter de rien du tout par une société qui préfère ignorer son existence, alors l'individu, là, il va peut-être mettre en œuvre des choses plutôt bizarres pour montrer qu'il existe. Mais pas forcément pour se faire aimer, d'ailleurs. L'artiste aussi est en cette quête de l'estime de soi. Mais lui, il agit. D'où l'intérêt d'une action culturelle qui va mettre en relation ces artistes déclarés et le reste de la population, les jeunes en particulier. Des études sérieuses ont montré que la pratique artistique et culturelle était un très bon moyen de lutte contre la maladie d'Alzheimer ou la dépression. Alors quand ça ne va pas fort, là, vous allez chez un médecin, là, ça, docteur, ça va pas, là, j'ai palpitation, j'ai pas la frite. Le docteur, là, oui, ben je vois bien ce qu'il vous faut, là. Alors, vous me prendrez à jeun 3 pages de lecture. Le soir, après le repas, une séance de cinéma. Et puis, 3 gouttes de chansons françaises avant d'aller vous coucher. Et puis, vous écrirez un poème par jour. Eh ben, j'ai essayé, et ben, ça va beaucoup mieux. Et en plus, la Sécu m'a remboursé, alors. Enfin, on peut rêver, hein. Et une autre preuve de l'importance principale et fondamentale de l'art, c'est que dans le monde, les extrémismes et les fascismes, ils ont de cesse que de la détruire pour empêcher les cerveaux de penser et de s'opposer à l'oppression. Ils détruisent, ils interdisent la musique, la presse, les images, ils détruisent les œuvres, les monuments. Pour dominer, il faut tromper. Et puis la culture, elle ouvre les yeux. Alors évidemment, ils n'aiment pas ça. Oui, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte quand même cher, hein, non? Il faut les moyens pour ça. Oui, mais ça peut rapporter gros. Prenez mon exemple. Avec 45 ans d'investissement dans la culture, ben maintenant je suis à la tête d'une fortune colossale. Je suis à la tête d'une entreprise de 2500 salariés qui sont heureux, qui me vénèrent, qui pleurent de joie quand ils me voient là, aux commandes de mon hélicoptère et qui va au vernissage d'une expo d'art contemporain. Non, je blague là, je déconne. En fait, le mania de la presse que je suis là, ben, ça fait que quoi, 3-4 ans que j'arrive à toucher le SMIC, sur 17 ans. Ah ben alors, c'est ça que tu appelles les retombées économiques de l'investissement culturel? Ah, bravo. C'est vrai qu'à part des stars et des institutions, la plupart des artistes, quand même, ils vivent dans la galère et la souffrance, hein. Il y en a qui disent que ça les rend plus forts, que les chants les plus beaux sont les plus désespérés. C'est dur pour eux, mais c'est un choix de vie. Alors, qu'ils ne viennent pas nous casser le moral avec leur mal de vivre, qu'ils en fassent de l'art de leur mal de vivre. Et puis, il y en a qui auront aussi une reconnaissance posthume. Eh ben, ça sera une consolation. Ces artistes-là, il faut arrêter de les traiter de feignants qui nous coûtent cher. C'est comme les imbéciles mal comprenants. C'est les phares de l'humanité. Et sans eux, ben, on retournerait à l'âge des cavernes. Derrière la liberté de l'artiste, il y a la nôtre. Non, les retombées économiques de l'art et la culture, ce n'est pas sur l'individu qui les pratique qu'elles portent. C'est la société qui en profite. Parce qu'un territoire de culture,
il va bénéficier d'une attractivité très forte. Il va attirer de la population, des industries, des consommateurs, des investisseurs. Il va créer des profits commerciaux. En France, le secteur culturel contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. Il y a le Forum d'Avignon, qui est un organisme qui étudie depuis une trentaine d'années les relations entre la culture et l'économie, ont montré qu'un accroissement de 10% de dépenses culturelles, d'investissements culturels, provoque un accroissement de PIB de 1,7%. Bon, ça ne vous parle pas, mais ça veut dire que 18 € de dépenses culturelles provoquent un accroissement de PIB de 625 €. Bien sûr, il y a d'autres facteurs d'attractivité d'un territoire, hein, comme sa beauté, sa météo, qu'il y ait tout plein d'infrastructures dans tous les domaines, sa gastronomie, l'emploi. Mais la culture apporte quand même ce complément d'âme nécessaire à la qualité de la vie. Et puis alors, quand on vit dans un pays pauvre, défavorisé, moche, froid, humide, bon, il en existe. Hein. Heureusement, pas en Bretagne. Et bien là, il faut s'intéresser sérieusement quand même au développement culturel. Je peux vous donner quelques exemples de retombées économiques de cet investissement culturel. Vous connaissez sûrement tous l'effet Bilbao. Bilbao, cette ville basque espagnole là, qui était en plein marasme économique pendant des années, pendant des générations, jusqu'à ce qu'en 1997, l'ouverture du musée Guggenheim d'art contemporain a fait exploser la ville, l'a boostée de façon complètement incroyable. Plus près, plus récemment, avec des incidences qu'on ne peut pas tout à fait mesurer, vous avez le centre Pompidou à Metz, le Louvre de Lens. Plus près d'ici, la petite ville de Paimpol, 8000 habitants, avec son festival des chants de marins. 11 millions d'euros d'incidence économique. Encore plus près, Binic, 4000 habitants, avec son Folk Blues Festival, 2 millions d'euros de retombées. Liverpool, capitale européenne de la culture en 2008, 1 milliard d'euros de retombées. Il y a aussi un peu le revers de la médaille, avec par exemple Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Là-bas, ils ont détruit tout un quartier populaire de la ville pour reléguer la population dans les ghettos des quartiers nord et bétonner la ville à leur profit. Ça s'appelle de la gentrification, ça. Et en plus, les artistes locaux n'ont même pas été invités à la fête, là. Prenons maintenant l'exemple des Côtes d'Armor, hein, où nous vivons là. C'est un pays qui était anciennement pauvre, hein, qui a été enrichi depuis des années, des lustres, par l'élevage du porc, qui est maintenant dans une crise calamiteuse. Son industrie principale est l'agroalimentaire, et à côté de ça, il n'y a pas tellement d'industrie. Et depuis quelques décennies, les Côtes d'Armor sont aussi devenus un des principaux pays de France pour l'art et la culture. C'est carrément devenu une de ses plus grandes forces positives. Mais ça ne se sait pas tant que ça. D'où une attractivité quand même modeste, sauf pour le tourisme. Alors, suivant un principe stratégique du jeu d'échecs, qui consiste à renforcer ses points forts plutôt que ses points faibles, moi j'apporterai 2 préconisations à ce territoire. 1, de développer encore bien plus fortement son développement culturel, son investissement culturel, et 2, de faire en sorte que ça se sache dans le monde entier. Parce qu'on peut avoir un savoir-faire, il faut aussi le faire savoir. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, on ne parle plus de l'effet Bilbao, mais de l'effet Côte d'Armor, ou alors, mais on peut aussi parler de l'effet Montargis, de l'effet Clermont-Ferrand, de l'effet Saskatchewan, de l'effet Moselle, de l'effet